Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, mais que nous regardons rarement dans le contexte de la réanimation, le sommeil. Ce que je vous propose, c'est un voyage entre neurosciences, physiologie et clinique pour comprendre comment nos patients dorment. Quand je n'ai pas de conflit d'intérêts, le sommeil est un état physiologique, périodique et réversible, marqué par une baisse de la conscience, mais une conservation des fonctions vitales. Mais quand on regarde quelqu'un dormir, finalement, rien ne différencie un dormeur de quelqu'un sous anesthésie générale ou dans un stade de coma. Pourtant, la réalité neurophysiologique et neurofonctionnelle montre de grandes similitudes et de grandes différences. Emery Brown est l'un des médecins s'étant particulièrement intéressé aux similitudes et différences de ces trois états. Lorsque l'on est éveillé, en haut à gauche, l'EEG présente un rythme plutôt rapide, riche, polyphasique. Dès lors que l'on ferme les yeux, apparaît un rythme alpha qui part des zones occipitales et se propage en frontale. En anesthésie, la dynamique change. On observe une progression vers la lenteur et la synchronisation du signal EEG. Les premières minutes correspondent à une excitation paradoxale, puis le tracé s'alourdit progressivement. On voit apparaître une activité lente, puis l'alternance de bouffées et de silence, ce qu'on appelle le burst suppression. Et puis, on arrive jusqu'à l'activité isoélectrique observée dans les anesthésies très profondes ou certains comas. À droite, le sommeil reproduit cette organisation, mais de façon physiologique et réversible. En sommeil paradoxal, le cerveau est actif, proche de l'éveil. Puis, les stades non-REM s'accompagnent d'un ralentissement progressif jusqu'aux ondes lentes du sommeil profond. Cette figure illustre parfaitement la continuité neurophysiologique entre le sommeil, l'anesthésie et le coma. Trois états très différents, mais où la conscience s'altère selon des mécanismes similaires de désynchronisation, puis de resynchronisation des circuits thalamo-corticaux. Alors on peut voir ici les travaux de Strauss et collaborateurs qui ont étudié grâce à la magnétoencéphalographie la manière dont le cerveau traite des stimulations auditives répétées au cours du sommeil. L'expérience repose sur le paradigme du local global deviance, c'est-à-dire la capacité du cerveau à détecter une anomalie auditive locale, un son différent dans une série, ou globale, un changement de régularité sur plusieurs séries. À gauche, dans la condition d'éveil, on observe une forte activation corticale pour les deux types de déviance, traduisant une réponse consciente et hiérarchisée à la nouveauté auditive. Ce qui est remarquable, c'est que pendant le sommeil léger, en N1, la réponse locale persiste encore. Le cerveau continue de détecter les variations immédiates du signal, même sans conscience déclarative. En revanche, la réponse globale, qui nécessite une intégration temporelle plus longue et un traitement conscient, disparaît dès les stades plus profonds et en sommeil paradoxal. En d'autres termes, le cerveau endormi reste réactif à la nouveauté sensorielle simple, mais perd la capacité d'intégrer l'information sur le plan global, ce qui correspond à une rupture de la conscience intégrative. Cela montre que le sommeil n'est pas une absence totale de traitement cérébral, mais un état de traitement fragmenté et local de l'information. Ces données renforcent l'idée que la conscience ne disparaît pas brutalement, mais qu'elle se désagrège progressivement à mesure que le sommeil s'approfondit, en commençant par la perte de la connectivité à longue distance entre des régions sensorielles et frontales. A contrario, chez des singes anesthésiés à droite, on peut voir que si on obtient des réponses corticales sous sédation par propofol, ces réponses disparaissent lors de l'anesthésie générale, qu'elle soit par kétamine ou par propofol. Donc le sommeil, l'anesthésie et le coma partagent en effet plusieurs points communs, mais aussi des différences fondamentales. Dans les trois cas, il s'agit d'une modification de l'éveil et du contenu conscient, avec une désactivation partielle de la boucle thalamocorticale, essentielle à la perception et à la conscience. Mais leurs mécanismes restent distincts. Sur le plan neuroanatomique, les zones impliquées diffèrent.
L'anesthésie agit de façon pharmacologique sur des réseaux précis, tandis que le sommeil est un processus physiologique réversible et le coma un état pathologique avec des lésions multiples. Sur le plan fonctionnel, seul le sommeil est associé à une récupération active et il suit un rythme circadien bien défini, absent dans les deux autres cas. On va voir ici la structure physiologique du sommeil. À gauche, on observe les tracés EEG correspondant aux différents stades. Pendant l'éveil, l'activité est rapide et désynchronisée. En stade 1, le tracé ralentit légèrement, c'est la transition vers le sommeil. En stade 2, apparaissent les fuseaux de sommeil et les complexes K, signes de stabilisation du sommeil. Puis, les stades 3 et 4 correspondent au sommeil lent profond, caractérisé par des ondes delta amples et synchronisées. À droite, l'hypnogramme montre la succession de ces stades au cours de la nuit. Le sommeil est organisé en cycles d'environ 90 minutes, alternant sommeil lent et sommeil paradoxal, marqué par une activité cérébrale rapide et des mouvements oculaires. On voit que les cycles profonds sont plus nombreux en début de nuit, tandis que le sommeil paradoxal domine en fin de nuit. Le sommeil est donc un processus actif et structuré, alternant des phases de déconnexion et de réactivation cérébrale essentielles à la restauration cognitive, métabolique et émotionnelle. Alors, comment se décompose le sommeil de nos patients ? Je vous présente ici une cohorte un peu ancienne de patients ventilés pour une cause respiratoire. On peut voir que les patients ont un sommeil déstructuré avec très peu de sommeil lent qui sont les stades les plus bas sur les hypnogrammes. On voit également que dans un certain nombre de cas, on peut identifier des phases qui ne ressemblent pas à du sommeil, ni à du sommeil paradoxal, ni à du sommeil lent profond, mais où cliniquement le patient semble dormir et qui sont appelés du sommeil atypique. Sur ces hypnogrammes, on voit par exemple ces patients qui n'ont pas forcément bien évolué, qui ont énormément de sommeil qu'on nomme atypique. Alors, comment est le sommeil des patients en réanimation ? En fait, il est profondément altéré. Les enregistrements polysomnographiques montrent que le sommeil est fragmenté, désorganisé et qu'il survient aussi bien le jour que la nuit sans rythme circadien identifiable. Sur le graphique du haut, on voit qu'en comparaison du sommeil normal, les patients avec une insuffisance respiratoire aiguë ou en échec de sevrage ventilatoire présentent une réduction marquée du sommeil paradoxal, parfois moins de 5% du temps total de sommeil, et une prédominance de sommeil léger. Or, les stades où on peut récupérer sont les stades de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Dans certains cas même apparaît un sommeil atypique, dont les caractéristiques EEG ne correspondent plus à aucune phase classique, qui est peut-être un marqueur de souffrance cérébrale fonctionnelle. Après extubation, la durée totale de sommeil chute encore davantage, moins de 3 heures en moyenne, témoignant d'un déséquilibre profond des cycles veille-sommeil. Dans le graphique du bas, on peut voir que ces anomalies ont un impact pronostic net. Les patients avec un sommeil plus léger et atypique ont des issues cliniques plus défavorables et une mortalité plus élevée. En résumé, en réanimation, le sommeil perd à la fois sa structure et sa fonction réparatrice. La disparition du sommeil paradoxal et la prédominance du sommeil léger apparaissent aujourd'hui comme des marqueurs de mauvais pronostic. Alors, une autre question que l'on peut se poser est: est-ce que le sommeil a une valeur pronostique chez les neurolésés ? L'hypothèse principale étant qu'il faut un cerveau suffisamment intact pour pouvoir générer un sommeil structuré. Le premier challenge chez ces patients neurolésés est d'identifier les différentes phases de sommeil, ce qui n'est pas toujours aisé, car en écho avec les travaux de Emery Brown, on retrouve des aspects de recoupement dans les EEG. Néanmoins, dans l'état végétatif, le cycle veille-sommeil est profondément perturbé. Les patients peuvent ouvrir les yeux, mais sans rythmicité circadienne.
Le G montre une absence de fuseau de sommeil et surtout l'absence de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Et on retrouve des signatures qui traduisent une désorganisation complète des réseaux thalamo-corticaux. Ces anomalies vont refléter souvent des lésions fonctionnelles du thalamus, du tronc cérébral ou de l'hypothalamus, structure essentielle à la régulation de l'éveil. Lorsqu'on observe la réapparition d'un sommeil organisé, principalement nocturne, avec des fuseaux de sommeil, présents environ chez 60% des patients et du sommeil paradoxal jusqu'à 99% des cas, on est finalement souvent face à un état de conscience minimal. Alors, il reste très difficile de savoir si l'analyse du sommeil chez ces patients est vraiment un indicateur du pronostic ou tout bêtement un marqueur de l'état, un marqueur clinique dans lequel le patient est actuellement. En effet, on s'attend à ce que le sommeil d'un patient végétatif soit plus déstructuré qu'un patient en état de conscience minimale et que le pronostic d'un patient végétatif soit moins bon que celui d'un patient en état de conscience minimale. Une autre question importante est également de voir si la privation de sommeil a un effet sur le sevrage ventilatoire, le système immunitaire ou les troubles cognitifs. Alors, il est bien documenté dans la littérature que la privation de sommeil altère les performances. C'est par exemple le cas dans cette étude où on a soumis des volontaires sains à une charge inspiratoire en augmentant la difficulté. Les sujets qui n'avaient pas dormi depuis plus de 30 heures dans cette étude sont allés moins loin dans l'augmentation de la difficulté et sur des temps plus courts. Si on rapporte ça aux patients de réanimation, dans cette étude d'une équipe française, la présence de sommeil atypique et l'absence de sommeil paradoxal étaient reliées à un temps de sevrage ventilatoire plus long. Il y a aussi une importance du sommeil et de l'immunité. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. C'est vrai que quand on est fatigué, on a plutôt tendance à attraper tous les virus qui sont autour de nous. Par exemple, là, ici à gauche, ce schéma montre comment les signaux inflammatoires périphériques, en particulier les cytokines comme l'IL-1, le TNF-alpha ou les prostaglandines, peuvent agir à la fois sur la barrière hémato-encéphalique et sur les centres du sommeil situés dans l'hypothalamus ou dans le tronc cérébral. Ces médiateurs vont activer des voies humorales et neuronales, modifiant l'architecture du sommeil. On observe donc souvent une augmentation du sommeil lent profond lors d'une inflammation légère, mais une désorganisation complète du sommeil en cas de réponse inflammatoire sévère, comme dans le sepsis. À droite, voici une autre étude qui est parue dans le JAMA Internal Medicine qui montre l'impact clinique direct de cette relation. Donc, dans une cohorte de plus de 22 000 adultes, c'est des sujets tout venant, des sujets sains, les personnes dormant moins de 5 heures par nuit avaient un risque significativement accru d'infection respiratoire avec un odds ratio à 1,5, même après ajustement sur les comorbidités et les comportements de santé. Ces données confirment que le sommeil n'est pas seulement un phénomène de récupération, il joue réellement un rôle actif dans la régulation immunitaire. La privation de sommeil entraîne une activation chronique des cytokines pro-inflammatoires et une altération de la réponse immunitaire adaptative, ce qui explique la vulnérabilité accrue aux infections observées chez nos patients en réanimation, dont le sommeil va être profondément perturbé. Alors, on peut voir ici de façon très intéressante l'interaction entre le sommeil et le sepsis. Dans ces études, on injecte des petites doses d'endotoxines à des sujets sains. La première constatation est que le sommeil profond va également augmenter. Puis dans un second temps, lorsque les doses d'endotoxines sont très importantes, le sommeil devient complètement déstructuré, haché, avec des phases d'éveil et d'alerte plus nombreuses et plus fréquentes. Alors sur ces tracés, on s'intéresse à l'interaction qu'il y a entre la température, notre température, et le sommeil. La courbe rouge représente la température cérébrale et les barres vertes indiquent les différentes phases de vigilance, éveil, sommeil lent
et sommeil paradoxal. On observe qu'une élévation de la température s'accompagne d'une diminution du sommeil profond et d'une augmentation des phases d'éveil, tandis qu'une température plus basse va favoriser l'apparition de sommeil lent profond. Alors, de façon notable, les états d'hypothermie ou les conditions ambiantes froides réduisent de manière marquée la proportion de sommeil paradoxal, probablement en raison du coût énergétique élevé de cette phase où l'activité cérébrale est intense. À l'inverse, la thermorégulation est quasi abolie pendant le sommeil paradoxal, ce qui explique la grande sensibilité du sommeil paradoxal aux variations de température. La température corporelle va agir comme un régulateur périphérique, mais puissant de l'architecture du sommeil. Le refroidissement va favoriser le sommeil profond, tandis que la chaleur excessive ou la fièvre vont altérer la continuité du sommeil et réduire sa qualité réparatrice. Alors, ces données sont particulièrement intéressantes en réanimation, où la thermorégulation peut être souvent altérée, soit par de la fièvre, soit par des agents sédatifs ou des dispositifs de contrôle thermique. Et donc, ils peuvent contribuer aux troubles du sommeil observés chez nos patients. Alors, on va voir ici comment favoriser le sommeil peut améliorer les épisodes de délirium. La revue systématique de Flannery, publiée dans Critical Care Medicine, qui est une méta-analyse, montre que dans la majorité des essais, une meilleure qualité de sommeil est associée à moins d'épisodes de délirium et à une réduction significative de leur durée. Par exemple, là, dans l'étude de Patel, l'amélioration du score de qualité du sommeil s'accompagne d'une réduction du délirium de 3 à 1 jour en moyenne. D'autres travaux retrouvent une incidence du délirium divisée par 2 ou 3 dans les groupes bénéficiant d'une intervention sur le sommeil, telle que la réduction du bruit, le contrôle de la lumière ou le respect de la rythmicité circadienne. Même lorsque la quantité de sommeil n'était pas significativement augmentée, la régularité et la profondeur du sommeil semblaient jouer un rôle clé dans la récupération cérébrale. Globalement, ces données suggèrent que le sommeil est un modulateur pronostique majeur en réanimation. Il va réduire le délirium, favoriser la récupération neurologique et pourrait même à terme améliorer la survie et la qualité de vie post-réanimation. Alors, une question qu'on peut se poser à l'issue de tout ça, c'est est-ce que les patients hospitalisés en soins intensifs peuvent encore rêver ? Alors, c'est une étude qui se passe chez des patients avec un syndrome de Guillain-Barré. On leur a demandé de rapporter le contenu de leurs rêves. Donc, il faut savoir qu'il est possible de rêver dans tous les stades du sommeil, mais c'est essentiellement dans les phases de sommeil paradoxal que les rêves sont les plus riches et qu'en général, on s'en rappelle. Il est très difficile de faire la différence chez ces patients entre rêve, cauchemar, hallucination ou mémorisation partielle. Mais dans tous les cas, le contenu de ces expériences est souvent soit étrange, soit avec des topics de persécution. Donc, on peut penser que ces patients font quand même des expériences très désagréables et que le nombre de rêves est très très réduit. Alors, on a vu que la réanimation avait un impact important sur le sommeil, mais qu'advient-il après l'hospitalisation ? Alors, on met ici en évidence la persistance des troubles du sommeil après la réanimation, soulignant qu'ils ne sont pas uniquement transitoires, mais peuvent s'inscrire dans la durée. Alors, à court terme, on va dire 7 jours après la sortie de réanimation, le sommeil reste très altéré, court et fragmenté. C'est le reflet d'un stress aigu, de perturbations environnementales et physiologiques que le patient a subi en réanimation. À moyen terme, quelques mois, une majorité des patients, environ 60%, continuent à rapporter une mauvaise qualité de sommeil avec une durée moyenne limitée, puisqu'on estime qu'ils dorment à peu près 6h15 et un nombre d'éveils élevé, environ 11 par nuit. Alors,
ça traduit quand même une récupération incomplète malgré la sortie de réanimation avec des réveils qui sont extrêmement fréquents. À long terme, plus de 24 mois, on a encore des effets. La trajectoire devient plus hétérogène. La moitié des patients vont retrouver un sommeil qu'on va qualifier de bon, mais 20% vont conserver des troubles persistants. Et cette population à risque pourrait nécessiter un suivi spécifique. Donc, la mauvaise qualité du sommeil est liée à un risque accru de développer un syndrome de stress post-traumatique. Et cela relie les dimensions physiologiques du sommeil, psychologiques du traumatisme, suggérant que le sommeil pourrait être un marqueur, peut-être voire même un levier d'intervention dans la prévention du PTSD post-réanimation. Alors, on a vu que le sommeil était pronostic, qu'il était relié à l'immunité, à l'apparition de délirium, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer le sommeil en réanimation ? Alors, le premier message très important, et on en a parlé au début, c'est que le sommeil, ce n'est pas ni de la sédation, ni de l'anesthésie générale. Donc, mettre du propofol pour faire dormir un patient, cliniquement, bah oui, on va avoir l'impression qu'il dort, mais ce n'est pas un sommeil récupérateur, ce n'est pas du sommeil. Et d'ailleurs, les options médicamenteuses restent extrêmement limitées. Aucun des somnifères classiques ne permet un sommeil récupérateur. Ils induisent un sommeil clinique, mais ce n'est pas un sommeil structuré avec du sommeil profond et du sommeil paradoxal assurant une bonne récupération. Alors, il y a en recherche, le seul qui induit peut-être un sommeil structuré est la kétiapine, mais les preuves d'efficacité sont faibles et les effets secondaires potentiels imposent à la prudence et il manque certainement encore de la littérature pour le conseiller. La seule chose qui marche, c'est les bundles. C'est là que l'impact est le plus concret. Il va s'agir d'un ensemble de mesures simples, souvent négligées, mais efficaces. Déjà, restaurer le rythme jour-nuit par la lumière, avoir bien dans nos réanimations la lumière allumée le jour et absolument éteinte la nuit, réduire le bruit, éviter les réveils inutiles la nuit, éviter les passages infirmiers la nuit s'ils ne sont pas nécessaires, maintenir un confort thermique, ni trop chaud mais pas trop froid non plus, et favoriser l'éveil diurne pour limiter la somnolence diurne. Il faut absolument que les patients évitent de dormir la journée si ils ne veulent pas s'inverser entre la nuit et le jour. Il faut les mettre au fauteuil, essayer de les fatiguer le plus possible la journée. Enfin, documenter le sommeil pour mieux le prendre en compte dans la prise en charge, c'est-à-dire aussi que les infirmières notent dans les relèves à quel moment le patient dormait et à quel moment il était actif. Alors, ces mesures non pharmacologiques sont peu coûteuses, facilement applicables et ont un impact majeur sur la qualité du sommeil, donc potentiellement sur la récupération physique et psychologique de ces patients. Alors, en conclusion, en réanimation, le sommeil est profondément perturbé. L'environnement même des soins intensifs, la lumière, le bruit, les soins répétés, la ventilation vont rendre le sommeil peu réparateur et presque parfois même impossible. Ces troubles du sommeil ne sont pas anodins, ils influencent le sevrage de la ventilation, la réponse immunitaire, mais aussi la récupération cognitive. Et surtout, ces altérations vont persister souvent longtemps après la sortie de réanimation, même 2 ans après. La vraie question auquel on ne peut pas répondre maintenant, c'est de savoir si améliorer le sommeil en réanimation permet réellement d'améliorer leur pronostic. Et ça, c'est un champ de recherche qui est encore largement ouvert. Merci beaucoup pour votre attention.